La nouvelle tomba un matin de février, sèche et irrévocable comme un couperet abattu sans témoin. Dans la maison aux murs épais de grès rose, encore imprégnée de l'odeur du feu de bois de la veille, elle comprit que sa vie venait de lui échapper. On parlait de mariage. La jeune femme se tenait près de la fenêtre étroite donnant sur les vignes nues, leurs sarments noirs tordus sous le givre. L'Alsace de 1819 se réveillait lentement, engourdie par l'hiver. Mais à l'intérieur de cette demeure respectable, quelque chose s'était déjà fissuré. La voix de son père, basse, maîtrisée, n'admettait aucune réplique. Il ne demandait pas son avis. Il annonçait une décision prise depuis longtemps, mûrie dans le secret des regards échangés entre adultes, loin de sa présence. Le nom de l'homme fut prononcé avec précaution, comme on poserait un objet fragile sur la table. Un homme convenable. Une famille solide. Une union avantageuse. Chaque mot semblait choisi pour rassurer, pour donner à l'inévitable la forme d'une évidence morale. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle observa ses mains, posées l'une sur l'autre, pâles, presque transparentes. Elle tremblait à peine, mais son cœur battait trop fort, cognant contre sa poitrine comme s'il cherchait à fuir. Dans cette région où l'honneur familial pesait plus lourd que les pierres des maisons, une fille n'appartenait jamais vraiment à elle-même. Elle était un lien, une promesse, parfois un rempart. Et aujourd'hui, elle comprenait qu'elle était devenue un bouclier. Son père évitait son regard. Cet homme droit, respecté au village, dont la parole comptait lors des assemblées locales, portait sur le visage les marques d'une nuit sans sommeil. Ses épaules étaient légèrement voûtées, comme si un poids invisible l'écrasait. Il parlait de sécurité, d'avenir, de stabilité. Il parlait surtout de nécessité. La mère, assise un peu en retrait, cousait sans lever les yeux. Le fil glissait entre ses doigts, avec une précision mécanique. Elle ne protesta pas. Elle n'approuva pas non plus. Son silence était plus cruel que n'importe quel discours. Elle avait connu, elle aussi, l'instant où l'on cesse d'espérer être entendu. Dans le village, la nouvelle se répandit vite. On félicita la famille. On envia la jeune fille. On parla d'un beau parti, d'une chance rare. Les regards se faisaient curieux, parfois admiratifs, parfois lourds de sous-entendus. Personne ne voyait ce qui se jouait réellement derrière cette façade de respectabilité. Elle, en revanche, sentait déjà l'étau se refermer. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Les étoffes furent sorties des coffres. On parla de dot, de date, de convenance. Chaque détail semblait éloigner un peu plus la possibilité d'un refus. Elle avançait dans la maison comme une étrangère, frôlant les murs, attentive aux murmures qui s'interrompaient à son passage. La nuit, elle dormait mal. Le bois craquait sous les changements de température, et chaque bruit prenait des proportions inquiétantes. Elle repensait à son enfance, à cette maison, qui lui avait autrefois semblé protectrice. Désormais, elle la percevait comme une forteresse close, bâtie pour préserver un nom, non pour abriter des êtres. Elle tenta une fois, timidement, de poser une question. Pas une protestation, juste une demande de vérité. Son père se figea. Sa mère laissa tomber son ouvrage. Un silence lourd s'installa chargé d'une peur qu'elle ne comprenait pas encore. Il vaut mieux ne pas remuer certaines choses, finit par dire le père, d'une voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. C'est à cet instant précis qu'elle comprit que ce mariage ne servait pas seulement à construire un avenir, mais à enfermer un passé. Lorsqu'elle vit pour la première fois celui qui devait devenir son époux, elle remarqua son maintien impeccable, son regard calme, trop calme peut-être. Il parlait peu, mais observait beaucoup. Lorsqu'il posa les yeux sur elle, un bref éclair traversa son expression, comme une reconnaissance silencieuse, troublante. Elle eut l'impression absurde, mais persistante, qu'il savait déjà qui elle était et ce qu'elle représentait. Les mains se serrèrent. Les politesses furent échangées. Personne ne remarqua le frisson qui parcourut son dos. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle se tint longtemps devant le miroir terni. Elle y vit une jeune femme au visage encore doux, mais dont les yeux avaient changé. Ils semblaient déjà porter le poids de quelque chose d'inavoué. Au fond de la maison, derrière une porte rarement ouverte, reposèrent de vieux papiers, des souvenirs que l'on ne consultait plus. Elle l'ignorait encore, mais l'ombre de ces documents planait déjà sur son destin. Et tandis que le mariage avançait, inexorable,
Une question commençait à la hanter, insistante, dangereuse. Qu'essayait-on exactement de sauver, et à quel prix? La maison où elle entra après la cérémonie n'avait rien de l'abri promis. Derrière sa façade soignée, aux volets fraîchement repeints et aux géraniums disposés avec méthode, régnait une froideur que ni le feu de l'âtre ni les politesses de rigueur ne parvenaient à dissiper. Dès le seuil franchi, elle comprit que ce lieu avait ses propres lois et qu'elle n'en était pas l'origine. Son mari marchait toujours un pas devant elle, non par brutalité apparente, mais par habitude. Il connaissait chaque recoin, chaque planche qui grinçait, chaque ombre projetée par la lumière de fin d'après-midi. Elle, en revanche, avançait avec prudence, comme si le sol pouvait se dérober sous ses pieds. On lui montra sa chambre, ses devoirs, ses horaires. Tout était ordonné, précis, presque impeccable. Rien n'était laissé au hasard, pas même le silence. Les premiers jours furent marqués par une courtoisie irréprochable. Il parlait peu, mais avec justesse. Ses gestes étaient mesurés, jamais brusques. Aux yeux du village, il était l'époux idéal. À l'intérieur des murs, pourtant, quelque chose se jouait hors de portée des mots. Il la regardait souvent, sans qu'elle s'en rende compte immédiatement. Pas avec désir, ni même avec curiosité, mais avec une attention scrutatrice, presque évaluatrice. Comme si elle portait en elle une information qu'il cherchait à confirmer. Elle tenta de s'adapter. Elle apprit à connaître les habitudes de la maison, les repas pris à heure fixe, les portes qu'on laissait fermées. Certaines pièces semblaient hors de portée, sans qu'on ait besoin de le préciser. Une aile de la demeure, plus ancienne, restait constamment verrouillée. Lorsqu'elle demanda d'un ton innocent ce qu'elle contenait, il répondit sans hésiter. Des archives sans importance, des affaires de famille. Le mot « famille » résonna étrangement. Les domestiques, peu nombreux, baissaient les yeux sur son passage. L'un d'eux, un homme déjà âgé, au dos courbé par les années de service, s'attardait parfois un peu trop longtemps dans son regard, comme s'il voulait parler sans en avoir le droit. Mais chaque fois qu'elle s'apprêtait à l'interroger, il détournait la tête, repris par la peur. La nuit, elle dormait mal. La maison prenait une autre forme après le coucher du soleil. Les couloirs semblaient plus longs, les ombres plus épaisses. Son mari se couchait tard. Elle entendait parfois ses pas feutrés, ses allées et venues silencieuses, comme s'il veillait sur quelque chose ou quelqu'un. Un soir, alors qu'elle rangeait des draps dans un meuble ancien, son regard fut attiré par une fente dans le bois, à peine visible. En y glissant les doigts, elle sentit le contact rugueux du papier. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle hésita. Puis, avec précaution, elle tira l'objet à elle. Il s'agissait d'une feuille pliée, jaunie par le temps. L'écriture, fine et serrée, n'était pas celle de son mari. Elle reconnut immédiatement la graphie de son père. Les mots étaient brefs, presque désespérés. On y parlait d'un arrangement, d'une urgence, d'une faute qu'il fallait impérativement faire oublier. Aucun nom n'était clairement mentionné. Mais une date attira son attention. Une date antérieure à sa naissance. Avant qu'elle ne puisse lire davantage, un bruit derrière elle la fit sursauter. La porte venait de s'ouvrir. Il se tenait là, immobile, son visage impassible, mais ses yeux, eux, s'étaient durcis. Il fixait le papier dans ses mains. Le silence qui suivit fut étouffant. Elle sentit la peur lui remonter le long de l'échine, glaciale, paralysante. Lentement, il s'approcha, tendit la main. Elle n'opposa aucune résistance. Lorsqu'il reprit la feuille, il ne la lut pas. Il la plia soigneusement, comme on referme une blessure. « Certaines choses ne doivent pas être découvertes trop tôt », dit-il simplement. Ce soir-là, il ne la toucha pas. Il se contenta de lui souhaiter une bonne nuit, avec une politesse irréprochable. Mais elle comprit que quelque chose venait de changer. Le jeu du silence avait pris une nouvelle forme. Et elle n'était plus seulement une épouse. Elle était désormais une détentrice de fragments dangereux. Allongée dans l'obscurité, elle réalisa que ce mariage n'avait pas seulement servi à sauver un nom, mais à placer la vérité sous surveillance. Et cette vérité, désormais, la concernait intimement. Dans le couloir, une porte grinça doucement. Puis des pas s'éloignèrent, comme si quelqu'un descendait vers les pièces interdites. Elle ferma les yeux,
le souffle court, avec une certitude terrifiante. Ce qu'elle venait d'entrevoir n'était qu'un commencement. Le jour où le sang toucha la neige, personne au village ne posa de questions. On avait appris depuis longtemps à détourner le regard lorsque les familles respectables traversaient une épreuve. Elles se tenaient à la fenêtre lorsque cela arriva. Le ciel était bas, d'un gris uniforme, et la cour intérieure semblait figée dans un silence presque sacré. Puis un cri, bref, étouffé, rompit l'air. Trop court pour être un appel à l'aide, assez long pour glacer le cœur. En bas, près du vieux puits, un corps gisait. Le domestique âgé. Celui dont le regard cherchait toujours le sien. Celui qui savait. On parla d'une chute, d'un faux pas sur les pierres humides, d'un accident malheureux. Les mots circulèrent rapidement, comme pour empêcher toute autre interprétation de s'installer. Son mari supervisa tout avec une efficacité calme, presque admirable. Il donna des ordres, consola, remercia. Son visage ne trahissait rien. Elle, en revanche, sentait ses jambes trembler. La veille encore, cet homme lui avait murmuré quelques phrases, à voix si basse qu'elle semblait appartenir au vent. Il lui avait parlé d'une enfant autrefois promise à un autre destin, d'un accord passé dans l'urgence, d'une faute que le temps n'avait jamais effacée. Il n'avait pas tout dit, il n'avait pas osé, mais il lui avait donné assez pour comprendre que sa vie s'inscrivait dans une chaîne de décisions anciennes, toutes prises sans elle. Après la mort du domestique, l'atmosphère changea radicalement. Les silences devinrent plus lourds, plus menaçants. Les portes se refermaient avec plus de soin. Les regards se faisaient méfiants. Son mari ne la quittait presque plus des yeux, sans jamais la confronter directement, comme s'il attendait qu'elle commette une erreur. La nuit, elle commença à écrire. Pas pour se plaindre, pas pour se justifier, mais pour fixer les faits, tant qu'ils étaient encore clairs dans son esprit. Elle utilisait de vieux carnets dissimulés sous une latte du plancher. Chaque mot était pesé, chaque phrase écrite avec la conscience aiguë du danger. Elle ne savait pas encore à qui ces pages étaient destinées. Peut-être à personne, peut-être à l'avenir. Ses pensées étaient tiraillées. Se taire signifiait survivre. Parler, même par écrit, revenait à signer une condamnation invisible. Mais le silence avait déjà fait trop de victimes. Elle observa aussi son mari changer. Son contrôle commençait à se fissurer. Par moments, une colère sourde affleurait, vite réprimée. Il buvait davantage. Il s'isolait dans l'aile interdite de la maison, parfois pendant des heures. Elle entendait alors des bruits étouffés, comme des coffres déplacés, des tiroirs ouverts à la hâte. Un soir, poussée par une intuition plus forte que la peur, elle profita de son absence pour s'aventurer dans cette partie défendue. La clé qu'il portait toujours sur lui avait été négligemment laissée sur la table. Les couloirs y étaient plus étroits, l'air plus froid, l'odeur du papier ancien et de l'humidité s'y mêlait. Dans une pièce sans fenêtre, elle découvrit des registres, des actes notariés, des correspondances. Et au milieu de tout cela, un document attira son attention. Un acte de naissance. Le nom de l'enfant était barré, presque effacé. Celui du père n'apparaissait nulle part. Mais le nom de la mère, elle le reconnut immédiatement. C'était celui de sa propre mère, avant son mariage. Ses mains se mirent à trembler violemment. Tout devenait limpide, atrocement limpide. L'enfant illégitime. La faute. Le scandale évité de justesse. Et ce mariage imposé, des années plus tard, pour garantir que personne ne relirait jamais les faits. Elle n'était pas seulement sacrifiée pour sauver un nom, elle était le dernier verrou d'un mensonge transmis de génération en génération. Un bruit de pas dans le couloir la ramena brutalement à la réalité. La porte se referma violemment derrière elle. Il était là. Son regard ne cherchait plus à dissimuler quoi que ce soit. Il savait ce qu'elle avait vu. Et elle savait désormais ce qu'il était prêt à faire pour préserver la vérité officielle. Dans le silence oppressant, une pensée la traversa avec une clarté terrible. Elle ne sortirait pas indemne de cette maison. Les années passèrent sans jamais vraiment passer. Le temps s'étira autour d'elle comme une brume épaisse, étouffant les contours de ce qu'elle avait été. La jeune épouse était devenue une femme au regard plus dur, aux gestes précis, presque économe. Dans la maison, on la respectait désormais. Non par affection, mais par crainte discrète. Elle connaissait trop de choses. Et surtout, elle savait se taire.
Le village prospérait. La famille aussi. Le nom, jadis menacé, circulait désormais avec une assurance renouvelée. On parlait de réussite, de stabilité, de continuité. Les générations futures semblaient garanties. Tout ce pourquoi elle avait été offerte avait porté ses fruits. Et pourtant, sous cette façade triomphante, les fissures s'élargissaient. Son mari vieillissait mal. Son autorité autrefois incontestée se heurtait désormais à des résistances qu'il ne comprenait pas. Les affaires devenaient plus complexes, les héritiers plus impatients. La nuit, il faisait des cauchemars dont il ne se souvenait jamais tout à fait, mais dont elle percevait les restes dans sa respiration haletante, dans la sueur froide qui imprégnait les draps. Il parlait peu. Il n'avait plus besoin de mots. Entre eux, tout avait été dit sans jamais être formulé. Elle continua d'écrire. Les carnets se multiplièrent, soigneusement dissimulés, changés de cachette à mesure que la maison se remplissait d'oreilles indiscrètes. Elle consignait les faits, les dates, les non-dits. Elle écrivait aussi sur elle-même, sur ce qu'elle avait perdu, sur la lente disparition de ses désirs. Ces mots n'étaient ni amers, ni plaintifs. Ils étaient précis, presque cliniques, comme si elle rédigeait un témoignage destiné à un tribunal qui n'existait pas encore. Parfois, elle se demandait si quelqu'un les lirait un jour. Sa mère mourut sans jamais avoir parlé. Jusqu'au dernier instant, elle conserva ce même silence rigide, cette dignité austère qui avait autrefois condamné sa fille sans un mot. En fermant ses yeux pour la dernière fois, elle sembla soulagée, comme si la mort, enfin, lui offrait ce que la vie lui avait refusé, une sortie sans explication. Ce fut après cet enterrement que les rumeurs commencèrent. Des voix s'élevaient, d'abord discrètes, puis plus insistantes. On parlait d'un ancien enfant disparu, d'un héritage contesté, de documents manquants. Rien de précis, mais assez pour inquiéter. Son mari réagit comme il l'avait toujours fait, en verrouillant davantage. Il fit déplacer des archives. Il brûla certaines lettres. Il resserra son contrôle sur la maison. Mais il était trop tard. Elle le voyait. L'assurance qu'il avait autrefois rendue redoutable se transformait en nervosité. Chaque bruit le faisait sursauter. Chaque visite imprévue devenait une menace potentielle. Il commençait à comprendre que ce qu'on avait enterré pendant des décennies cherchait désormais à remonter à la surface. C'est alors qu'elle prit sa décision. Une nuit, tandis que la maison dormait, elle rassembla ses carnets. Pas tous. Seulement ceux qui comptaient vraiment. Ceux qui établissaient clairement la chaîne des événements, les responsabilités, les silences complices. Elle les enveloppa soigneusement dans un tissu épais, les protégea de l'humidité, puis se rendit dans l'aile interdite. Là, derrière une pierre décellée depuis longtemps, elle créa une cache définitive. Elle savait qu'elle ne reviendrait probablement jamais les récupérer. Ce geste n'était pas un espoir. C'était un acte de foi tardif dans le temps long, celui qui survit aux individus. En refermant la pierre, elle sentit une paix étrange l'envahir. Pas du soulagement, pas de la joie, mais la certitude d'avoir enfin agi pour elle-même. Son mari la surprit au petit matin, assise seule dans la cuisine, les mains jointes autour d'une tasse refroidie. Il la regarda longuement, comme s'il tentait de lire en elle ce qu'elle ne montrait plus depuis longtemps. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux vers lui et, pour la première fois depuis des années, soutint son regard sans crainte. « Oui », répondit-elle simplement. Quelque chose se brisa alors, imperceptible dans son expression. Il détourna les yeux. Il avait compris. Sans savoir quoi exactement, il sentait que le contrôle lui échappait. Ce soir-là, elle écrivit une dernière phrase, sur une feuille qu'elle ne cacha pas. La vérité n'est pas pressée. Elle attend. Elle ne savait pas que cette phrase serait la clé. Elle ignorait que, bien après sa mort, quelqu'un tomberait sur ces mots et chercherait ce qui les accompagnait. 2 siècles plus tard, la maison tenait toujours debout. Ses murs avaient été restaurés avec un respect presque religieux. Les poutres anciennes, renforcées sans être remplacées. La façade, classée, attirait les regards des visiteurs amateurs de patrimoine. On parlait d'architecture rurale alsacienne, de continuité familiale, d'histoire locale exemplaire. Le nom, autrefois menacé, figurait encore sur les registres municipaux avec une régularité rassurante. Rien, en apparence, n'avait échoué.
C'est lors d'un inventaire notarial, demandé pour une succession contemporaine, qu'une anomalie attira l'attention. Un historien local, habitué aux archives incomplètes, nota une incohérence infime. Une rupture dans la transmission. Un héritier mentionné dans un acte préparatoire mais absent de tout document définitif. L'erreur semblait ancienne. Trop ancienne pour être fortuite. Il demanda à consulter les fonds privés de la maison. Ce fut là, derrière une cloison dont la pierre avait été replacée avec une précision presque affectueuse, que les carnets apparurent. Enveloppés dans un tissu épais, protégés de l'humidité, conservés non comme des preuves, mais comme une attente. L'écriture était celle d'une femme instruite, disciplinée, d'une sobriété troublante. Aucun excès, aucun pathos. Seulement une succession de faits, de décisions prises par d'autres, de conséquences portées seules. Le mariage y apparaissait non comme un événement heureux, mais comme une opération sociale, une réponse froide à une faute plus ancienne, soigneusement dissimulée. Page après page, son existence se recomposait. La jeune fille contrainte, l'épouse observée, la femme réduite au silence mais jamais à l'ignorance. Elle comprenait tout, trop tôt, trop clairement. Elle écrivait non pour être sauvée, mais pour empêcher l'oubli de triompher complètement. Les archives confirmèrent ces mots. Un acte de naissance barré, des correspondances fragmentaires, des signatures identiques sur des documents éloignés de plusieurs décennies. La faute originelle, longtemps murmurée sans jamais être formulée, prit enfin une forme précise. L'enfant illégitime, le scandale évité, le mariage imposé, non par tradition aveugle, mais par stratégie consciente. Le nom avait été préservé. La vérité, elle, avait été enfermée. La révélation provoqua un malaise profond parmi les descendants. Certains rejetèrent immédiatement l'interprétation, invoquant le contexte, l'époque, les usages. D'autres choisirent le silence, perpétuant un réflexe ancien, presque héréditaire. Mais quelques-uns, enfin, lurent jusqu'au bout, et en refermant les carnets, ne purent plus prétendre ignorer. La femme d'Alsace, longtemps absente des récits officiels, reprenait une place qu'on lui avait refusée de son vivant. Non comme victime passive, mais comme témoin lucide d'un système qui exigeait le sacrifice discret des filles pour maintenir l'illusion de respectabilité. Son mariage cessait d'être un simple fait d'archives. Il devenait un symbole, celui d'un monde où l'ordre social s'imposait par la contrainte douce, par la peur du déshonneur, par la transmission du silence. Un monde où les femmes n'étaient pas toujours battues, mais souvent offertes, où l'on ne criait pas, où l'on étouffait. Aujourd'hui, son histoire circule. Elle dérange parce qu'elle ne permet aucune consolation facile. Elle ne propose ni pardon, ni vengeance. Elle oblige seulement à regarder ce qui a été construit et sur qui. Dans le dernier carnet, à la toute fin, une phrase apparaît, écrite d'une main plus lente mais parfaitement lisible. Ils diront que j'ai obéi. Je veux qu'on sache que j'ai compris. Ces mots, simples et définitifs, résonnent encore entre les murs de la maison restaurée. Ils rappellent que certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées pour survivre. Elles attendent. Et parfois, il suffit qu'une pierre soit déplacée pour que 200 ans de silence cessent enfin de tenir. Si cette histoire vous a marqué, laissez un commentaire pour donner une voix à celle que l'histoire a réduite au silence. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les récits que l'on n'enseigne pas. Partagez cette vidéo pour que la mémoire circule. Et n'oubliez pas de liker. Chaque geste aide ces histoires à survivre.